C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech édition printanière. C'est une semaine presque comme l'été, je sais pas. En fait, c'est 4 saisons en une semaine cette semaine. 4 saisons en une semaine. Ouais, ça soulève des questions, n'est-ce pas? Parce qu'on n'ose pas en parler, mais clairement, le climat est changeant et il faut changer nos habitudes, les chers amis. Il faut consommer moins. Et c'est pour ça qu'on a des balados critiques comme une tasse de tech, parce qu'on n'est pas des vendus. On n'est pas des influenceurs qui se font payer pour vous dire que everything is awesome. On vous dit quand c'est pas bon. C'est ça. Nous, on a des partenaires qui nous appuient, mais qui ne contrôlent pas le contenu. Voilà. On salue nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub, Hello Darwin et l'hébergeur Planet Hoster. De quoi on va parler dans cet épisode, Alain? Plein de sujets captivants. C'est une grosse semaine. C'était le Mobile World Congress à Barcelone cette semaine où on aurait pu être, mais finalement, on n'y était pas pour plein de raisons. Mais on a quand même suivi ça à distance parce qu'il y avait, il y avait du stock, c'est fou. Il y en avait pour tous les goûts. On va faire un bilan. Ça va être un peu notre segment du milieu de la balado cette semaine. On va revenir sur les... Évidemment, les grands thèmes sont prévisibles. On parle beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'évidemment, on en parle partout. Le futur de la mobilité se conjugue de plein de façons cette année. Il était question de la prochaine génération de 5G. 5G Advance, il y a aussi la 6G qui se prépare, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, je pense que tu veux présenter Hello Darwin, notre partenaire. Ah, déjà, tu ne voulais pas qu'on parle des cracks dans l'Apple Vision, le chat, le chat GPT français. Tu parles du chat, oui, parce que c'est pas clair de quoi on parle. On parle pas de minou, là. On parle de plein d'affaires. On parle d'une montre digne de rivaliser avec l'Apple Watch et de l'alpha pour écrire sans distraction dans les prochaines minutes. Voilà. Impressionnante ta montre, je t'envie de l'avoir sur vos poignets. L'épisode d'une tasse de tech aujourd'hui est présenté par Hello Darwin. C'est là que je parle d'Hello Darwin. Ah oui, j'ai pas fait le menu, excuse-moi. Et voilà. En plus d'être le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises, Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transition numérique pour les entreprises à travers le Québec. Si vous avez envie de numériser vos opérations, demandez l'aide d'Hello Darwin. Ils vont vous aider. En plus de ça, ils vont vous aider à trouver toute l'aide financière dont vous avez besoin pour vos projets d'évolution numérique, les subventions auxquelles vous avez droit au Canada, au Québec. Et si vous leur demandez probablement dans le monde entier, jetez un coup d'œil, c'est leur référence, c'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. hellodarwin.com. Allez-y dès maintenant. Dites-leur que c'est nous qui vous envoie. Oui, monsieur. On les remercie, on les salue effectivement. Et je suis allé un peu vite parce que j'avais hâte de parler de ce qui s'est passé à Barcelone. Mais c'est passé quand même bien des choses à bien des endroits pendant ce temps-là. J'ai vu passer l'étude dont tu vas nous parler parce qu'évidemment, nous entrons dans ce segment que nous appelons les espressos de tech. Oui, et je trouve ça... nouvelle. Il y a une statistique intéressante sur les VPN. Je savais pas, je m'en foutais un peu parce qu'on a quand on utilise un bon VPN, on regarde moins de ce côté-là. Mais les VPN gratuits sont un problème pour bien des gens, si j'ai bien compris, là. Oui, il y aurait 29% des utilisateurs de VPN qui choisissent des services gratuits. Les Canadiens seraient parmi les plus réticents à utiliser des services gratuits, juste derrière la Suède. Que c'est pas une mauvaise chose, parce qu'un VPN gratuit, c'est souvent une illusion en matière de protection de la vie privée. Si vous ne payez pas pour un service, c'est souvent vous le produit, fait qu'on va utiliser vos données, même si on a l'impression d'être dans un VPN, donc anonyme. L'exception, peut-être, je me permets de soulever la question, il y a ProtonVPN, un service de VPN suisse, qui est à considérer, qui a une version de base gratuite qui peut être intéressante. Regardez les petits caractères, mais Ça chaque fois que vous utilisez un VPN pourquoi vous utilisez un VPN, en fait. Exactement. Chaque fois que vous utilisez un VPN gratuit, faites attention aux petits caractères. On peut quand même utiliser vos données, même si vous avez l'impression d'être protégé. Voilà. On a parlé cette semaine de la question de la protection, en fait, de la question des discours haineux et l'accès au contenu délicat sur Internet. La question a été lancée, est-ce qu'on devrait imposer une limite d'âge minimale pour accéder aux sites porno, entre autres? Et là, la question était comment faire ça techniquement? Et ça inquiétait bien des gens. Ben, je pense que la question des passkeys, les fameux outils d'identification sans mot de passe qui sont mis de l'avant par à peu près tout le monde dans le secteur technologique en ce moment, fait partie de la solution probablement. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir familiariser les gens avec les passkeys à travers la console PlayStation. Sony va les intégrer.
à sa console prochainement. C'est bien ça aussi Ben, évidemment, ça sous-entend qu'il faut que les gens aient un appareil, souvent un téléphone près d'eux pour s'authentifier plutôt que d'avoir un mot de passe avec un clavier, mais si on peut renforcer la sécurité comme ça et l'authentification des gens pour les endroits où c'est nécessaire de le faire, on va certainement améliorer l'Internet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut pouvoir jouer à des jeux vidéo sur une tondeuse, Pascal? Oui, si j'ai vu ça aussi. On en parle du Mobile World Congress tout à l'heure, mais il semble qu'on peut jouer à Doom. Il y avait une démonstration, on pouvait jouer à Doom dans une tondeuse Husqvarna. J'espère que je le prononce correctement. Les processeurs des tondeuses sont maintenant assez costauds, similaires à ceux des premiers ordinateurs sur lesquels on pouvait jouer le jeu Doom. Ça pourrait être offert au grand public dans l'année. Et j'ai trouvé ça très, très drôle. Donc, on va pouvoir jouer à Doom dans sa tondeuse, je sais pas, avant ou après. Je sais pas s'il faut que la tondeuse marche. Tu sais, le moteur à essence ou tondeuse Ben, électrique, tu le but de branches Doom, ça. c'est de se promener dans une pièce, puis idéalement, peut-être tout visiter la pièce. Donc, peut-être que c'est ça le but, c'est de se promener comme le bonhomme sur son terrain, puis de passer la tondeuse partout, en éliminant les Version méchants mode pissenlits, je sais pas. ici. J'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité de jouer dans une brosse à dents. Une brosse à dents qui permet de jouer à Doom, c'est assez C'est un autre particulier. niveau, là. J'ai vu la marque, j'avais pris des notes. Écoute, c'est une brosse à dents de la compagnie EvoWera. Je ne connaissais pas, Evo W-E-R-A, qui a un microcontrôleur, un affichage assez grand pour rouler Doom. Donc, imagine sur l'affichage de ta petite brosse à dents électrique, là, tu vois C'est pas une clairement. grosse affaire, là. Non. C'est fou, mais tu reconnais Doom et tu peux jouer avec un contrôleur Bluetooth. La brosse à dents est environ 170 et elle a 4 Ouf, MB de stockage, quand même. 170 C'est plus que l'appareil américains. dont C'est je vais plus que parler. 200 $ pour une brosse à dents. C'est fou. Voilà, mais c'est Ouais. plus que le stockage de l'appareil dont je vais parler tantôt, le Alpha. C'est fou. C'est pas rien. Il y a eu, on va en parler ça aussi, de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais Microsoft s'est mis à entendre avec Mistral AI, qui est une intelligence artificielle. Eux, ils disent un chat, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai compris. J'ai Le manqué cette chat, entrevue délicieuse. Mais Mistral, c'est un peu l'équivalent français de ChatGPT, en gros. mhm. C'est intéressant de voir Microsoft essayer de prendre toute la place qui existe dans ce marché-là avant Oui, tout le monde. Ils sont très agressifs, il n'y a pas de doute. Ils veulent. La logique pour Microsoft est simple. Beaucoup d'intelligence artificielle égale beaucoup de traitement de données, égale beaucoup de centres de données à construire partout, égale Azure, égale fait de l'argent. C'est ça la logique. mhm. Ça, Puis il y a c'était le aussi modèle d'affaires de Microsoft pour les 25 prochaines années, expliqué en 4 phrases. il y a aussi une autre belle logique, le fait que si on met des billes dans plusieurs joueurs, on ne se retrouvera pas, à part si jamais il y a une intelligence artificielle là, qui prend son envol et Domine, devient le oui, standard. Fait exact. qu'en investissant dans Mistral AI et le moteur, le chat, moi je l'ai essayé, je trouvais ça très drôle, c'est français, Mhm. c'est pas encore final, c'est très très embryonnaire, j'ai vu beaucoup d'erreurs dans les réponses. Entre autres, j'ai demandé de me parler de Copilot de Microsoft. Et ça m'a dit, c'est une application qui facilite la conduite et qui donne des conseils routiers. Je dis, non, Oups. non, c'est pas ça, pas en tout. Oups. J'ai demandé au chat, es-tu certain que c'est vraiment une application? Il dit, oh, mon erreur, c'est finalement une intelligence artificielle pour nous aider. Je Mhm. trouvais ça très drôle. L'interface est en anglais pour une start-up C'est française. très Je French Tech, très, très n'est-ce drôle. pas? Mhm. Mais il semble qu'elle parle très, très bien en français, fait que ça va Bon. peut-être être un beau joueur si on veut du contenu francophone. Puis j'imagine qu'avec l'Union européenne, ça va être un gros plus pour le contrôle des données aussi, Ben, il y a une l'accès aux question de données. souveraineté technologique ou de souveraineté Souveraineté, des données, voilà. et on se pose la question au Québec aussi, est-ce qu'on devrait avoir un modèle de langage créé au Québec, parce qu'il y a des biais dans l'interprétation des données par ces outils-là qui sont souvent entraînés avec des données locales, donc dans le cas des outils américains, des données américaines, et dans le cas des Mm. outils européens, des données européennes. Donc, ouais, ça soulève des questions. Je vais glisser ceci ici avant de passer aux vraies actualités. Microsoft a déjà proposé à Apple de lui vendre son moteur de recherche Bing, qui a dit « Nyeh, ça me tente pas ». Mm, 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 Tu sais, mm. Bing, là, le moteur de recherche qu'on déteste tous utiliser, là, parce qu'il n'est pas commode, ben voilà. Même Microsoft était comme, moi, je pense qu'on pourrait le vendre. Et ils n'ont pas trouvé d'acheteur. Ah, des fois, hein. Cela dit, passons aux choses sérieuses, Pascal, les actualités qui sont présentées par InfoBref. On vous en parle à chaque semaine. InfoBref, évidemment, c'est une infolettre que vous recevez tous les matins, mais c'est aussi une balado, comme une tasse de tech, qui arrive plus souvent, mais qui est plus courte. Donc, ça combine, ça fait les deux ensemble, ça fait un beau mix. Donc, chaque matin, la balado InfoBref là, peut vous réveiller
au tendre son de la voix de Patrick, notre ami Patrick d'InfoBref, qui vous lit l'essentiel des nouvelles à connaître pour partir la journée du bon pied avec un bon café dans une tasse de quoi? Une tasse de café, évidemment. Une tasse de thé, ça n'existe pas, c'est juste le nom de notre balado. Et bref, vous pouvez aller voir ça sur votre plateforme de balado préférée, une tasse de tech. D'abord, vous abonnez et ensuite, InfoBref Matin, vous abonnez aussi. Vous avez 2 excellents balados dans votre balado tech. On va inventer ce mot-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parlant de technologie qui ne décolle pas, il y avait le projet Titan qui s'appelle maintenant le projet Titanic, Pascal, chez Apple. J'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'on a parlé de l'auto intelligente d'Apple. Ça fait au moins 10 ans. Une auto qui devait être 100% autonome. Ensuite, finalement, elle n'est pas 100% autonome. Elle va avoir un volant et des pédales. Au début, elle ne devait pas avoir de volant, rien du tout. T'embarques dedans, tout ça t'amène où tu veux. Évidemment, on parlait d'une voiture conçue par Apple. Alors, ça excitait beaucoup les amateurs de produits Apple. Elle est évidemment révolutionnaire et tout. Apple a mis, puis le projet travaillait en secret, on avait des petites bribes d'informations qui arrivaient de temps en temps. C'est un gros projet secret quand même. Il y avait des milliers d'employés. Gros projet, 2000 employés, tous tenus au secret, des collaborateurs. Évidemment, au fil des années, il y a des fuites qui sont sorties. On parlait de différents collaborateurs, différentes entreprises avec qui on allait, des manufacturiers automobiles avec qui on allait travailler sur l'auto d'Apple. 10 milliards d'investis dans le projet. Je relativise parce que 10 milliards pour Apple, c'est de la petite monnaie, là. Ils ont beaucoup de liquidités. C'est quand même une entreprise qui va très, très bien. Puis sur 10 ans, c'est 1 milliard par année pour Apple. C'est pas beaucoup. Le projet a été lancé en 2014 et on a annoncé officiellement que le projet était abandonné. Ce serait trop difficile d'arriver à ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si c'est le logiciel. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'au niveau informatique, ce n'était pas possible. Ce qui augure pas bien pour Tesla. D'ailleurs, Apple, on considérait acheter Tesla. Ça aurait été un achat facile à un moment pour avoir toute l'expertise de Tesla. Ça n'a pas été fait. Donc, plus d'auto Apple à court terme, à moyen terme. Ils vont, j'imagine, continuer de travailler sur CarPlay et l'intégration. Puis si je ne m'abuse, on devrait voir l'an prochain, et ça va être amusant de voir l'auto en collaboration avec Sony. Oui, avec Honda et Sony. Et voilà. Afila. Afila. Ouais, ça risque d'être plus du côté automobile. Je pense pas qu'on va vanter la langue techno tant que ça, mais c'est Honda qui va pousser fort, j'ai l'impression. Ils ont besoin de se faire rattraper, effectivement. En fait, ils ont besoin de rattraper. Ils ont pris du retard. Il a coulé il a fuité, dites ça comme vous voulez, c'est des beaux anglicismes, anyway, mais on a vu passer des rendus d'images de ce que pourrait avoir l'air de... La phrase est vraiment mal partie. Le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, le fameux téléphone pliable, celui le petit qui... Non, en fait, c'est le gros, lui. C'est le gros, c'est pas le flip. Pour vous dire comment ça devient mêlant. Donc, le gros Fold 6 serait, semble-t-il, beaucoup plus similaire à ce à quoi ressemble le Galaxy S24 Ultra qui a été lancé il n'y a pas tellement longtemps. Si on se fait aux images qui ont fuité, en tout cas, on parle d'un design très carré avec des barres très rectilignes, là, comme le S24, donc quelque chose d'un peu plus... comment on dit ça? En tout cas, peu importe comment vous voulez le dire, mais plus carré, plus bold en anglais, je dirais. Oui, exactement, comme ce que tu nous montres. Évidemment, parce que l'appareil se replie en deux, l'écran externe était toujours un petit peu plus étroit que ce à quoi on avait l'habitude avec les téléphones intelligents. Là, on aurait un écran qui serait un peu plus, qui occuperait plus d'espace avec un ratio d'écran un peu plus large, comme le Pixel Fold chez Google, qui était refermé, avec plus une sensation, une apparence d'un téléphone intelligent normal. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Semble-t-il que l'écran interne ferait 7,6 pouces. L'écran externe en ferait 6,2. Évidemment que le rapport d'image, c'est pas parce que c'est difficile, parce qu'il y en a un qui est plus étroit, plus haut, plus large. En tout cas, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on parle d'écran dynamique AMOLED de 120 Hz, donc des appareils, des affichages quand même assez lumineux, assez détaillés. Parlant de luminosité, on dit qu'il y aurait 2600 nits de luminosité de pointe pour l'affichage interne. À l'extérieur, ce qui serait la clé, c'est évidemment de rendre la surface plus rigide parce que ça se graphine facilement, ces téléphones. Et là, on utiliserait une nouvelle génération de verre de la famille Corning qui s'appelle le Gorilla Glass Armor. Oui, est beaucoup résistant. Celui qui était dans le OnePlus Open. Arrêtez-moi si je me... en fait, l'avantage des téléphones OnePlus, c'est que tous les téléphones OnePlus viennent avec une petite membrane qu'on peut enlever éventuellement, mais qui protège l'écran. Donc, ça, c'est installé d'office. Je pense que tous les fabricants d'appareils devraient suivre cette logique-là. C'est tellement comme logique de faire ça, mais bon, c'est une conversation. Là, on aurait donc du verre plus résistant. Sous le capot, c'est assez prévisible. Là, on parle d'un Snapdragon 8 génération 3
pour Galaxy, donc qui serait le processeur que Qualcomm fournirait avec jusqu'à 16 gigaoctets de mémoire vive et 1 téraoctet de stockage. Donc, une grosse machine avec 3 appareils photo à l'arrière, tout le kit. Ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est le prix de cette bébite-là, parce que ça va coûter probablement une grosse beurrée. Ça se veut l'appareil le plus haut de gamme. Je ne sais pas à quel point il s'en vend, mais certainement, ça fait jaser et les influenceurs qui l'ont en raffolent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont payés pour. Moi, je vais vous dire, on les a essayés toute la gang au fil des derniers mois. Puis dans ce créneau-là, j'ai bien aimé le Pixel Fold. Malheureusement, il n'est pas vendu chez nous. Mais au point de vue de l'interface, du format, de tout le kit, je trouvais que Google avait peut-être fait la meilleure combinaison de compromis et de fonctions dans ce format-là. Mais ça coûte quand même tout le temps très cher. On va en savoir plus sur cet appareil-là quelque part cet été parce que je pense qu'il va être dévoilé fin juin, début juillet, quelque chose comme ça, pour vrai, avec probablement le Flip 6 aussi par Samsung. Donc, c'est à suivre, mais déjà, vous avez une idée de si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera une belle amélioration sur le modèle actuel. Le Z Fold 6 de Exact. Samsung. Moi, je voulais parler des utilisateurs sur Reddit qui rapportent que leur beau nouveau jouet, le Apple Vision Pro, commence déjà à avoir des fentes qui se produisent de façon spontanée, qui se produiraient de façon spontanée en plein milieu de l'écran ce qui affiche les yeux, l'écran à l'avant, donc en plein milieu, les gens posent leur casque, à l'extérieur, c'est ça. à l'extérieur du casque, une belle fente au milieu, et c'est assez cohérent. Ça aurait pu être plusieurs fentes, quelqu'un qui l'échappe et compagnie. Il semble qu'Apple, encore une fois, c'est très drôle comment au Québec, on a la garantie légale, on peut retourner avec un produit s'il ne fait pas le travail ou s'il y a quelque chose qui a un défaut, on est couvert gratuitement et légalement pendant un bout de temps. Il semble que déjà, Apple, les gens sont revenus avec le casque en disant « Ah non, c'est un bris, il faut que vous payiez la garantie Apple pour le faire réparer. Et comme c'est un bris, ben, il faut quand même payer un montant de plus. Il y a des gens qui s'en sont sortis gratuitement. Il semble que Apple aurait dit que le problème est connu. L'hypothèse serait que ça serait de la chaleur, qu'il y aurait une surchauffe qui se passe, qui fait que le verre se dilate et que ça casse comme ça au milieu. Fait que j'ai bien hâte de voir ce petit problème-là, s'il va être on revient tout le temps. La première génération de nouveaux produits, c'est toujours plein de bugs. Et c'est quand même assez incroyable. À 3 500 US, presque 5 000 Canadiens, ça fait mal. Exact. On va rester chez Apple pour une dernière nouvelle, Pascal, parce qu'on parle beaucoup, on le fait nous-mêmes, on le fait tantôt, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. La mode du jour, vous le savez, c'est l'intelligence artificielle générative, les chats GPT de ce monde. Et là, Google a sa propre intelligence artificielle, Samsung a la sienne, Google a la sienne, Microsoft a la sienne, Apple, on le sait pas. Mais non, Tim Cook s'est fait rassurant. Nous pensons, dit-il, que cette intelligence artificielle générative, existe chez Apple, premièrement, et que deuxièmement, elle ouvrira des opportunités de transformation pour les utilisateurs en matière de productivité, de résolution de problèmes et plus encore. Ça, j'aurais dû vous faire un signal visuel de guillemets parce que je cite Tim Cook qui a dit ça dans une assemblée générale avec les actionnaires plus tôt cette semaine. Il se voulait rassurant parce que on regarde en bourse, là, puis clairement, Apple est en train d'inquiéter les investisseurs, ne serait-ce que parce qu'il tarde à joindre le train en marche de cette tendance technologique-là, de l'IA générative. Cook dit que de toute façon, chez Apple, on l'utilise déjà et qu'elle fait partie de l'application du développement de bien des produits. Il rappelle, il l'indique, à son avis, en tout cas, pourquoi il dirait le contraire, les Macs sont les meilleurs ordinateurs pour développer de l'intelligence artificielle ou des applications basées sur des modèles de langage. Faut dire ceci, les processeurs silicone d'Apple sont quand même très bien. Il faut attendre la prochaine génération de processeurs Intel Core pour voir quelque chose de similaire. Là. Donc, bientôt, tout le monde va se chicaner en disant « J'ai le meilleur processeur pour l'intelligence artificielle! » Évidemment, Apple va faire partie de cette conversation-là. Ce qu'on dit du côté d'Apple, c'est qu'il y a des applications à venir qui vont être plus près de ce qu'on voit avec ChatGPT et tout ça. Évidemment, on n'aime pas chez Apple parler de ce qui s'en vient, donc on n'en dit pas plus. Il y a eu quelque chose d'intéressant qui devrait faire réfléchir tout le monde partout, tout le temps. Des actionnaires peut-être un petit peu activistes ou peut-être pas du tout, en fait, ont soumis une proposition qui demandait une divulgation des pratiques d'Apple en matière d'intelligence artificielle et quelles sont ses normes éthiques en termes de l'utilisation de l'outil, et ça a été refusé. Apple s'est opposé à la proposition. On dit que le fait de vous en parler pourrait révéler des informations stratégiques aux concurrents, et ça, ce serait pas très bon. Ça, c'est un peu du bluff, à mon avis. Donc, oui,
il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée par Apple. À quel niveau et pourquoi? C'est une excellente question. On ne le saura jamais, mais probablement qu'au courant de la prochaine année, parce que la rumeur insiste fort que les prochains iPhones auront une version de Siri boostée à l'IA générative. Espérons qu'on en saura plus et on se croise les doigts de pouvoir, parce que c'est difficile d'accéder à ces gens-là, mais si on peut accrocher un dirigeant d'Apple et lui demander un peu plus d'informations à ce sujet, comment vous l'utilisez, comment vous comptez. Parce qu'Apple, c'est quand même positionné assez haut en termes de respect de la vie privée, et ainsi de suite. Et là, il faut qu'ils soient égaux à eux-mêmes. J'ai hâte de voir les prochains mois par rapport à ça, mais semble-t-il que ça s'en vient. Donc, pour ceux qui ont hâte d'avoir une série comparable à Gemini ou à Copilot, ben, dites-vous que ça s'en vient. On touche du bois, en tout cas. Peut-être qu'ils vont faire comme l'auto Apple, puis la faire... Quoi qu'ils l'ont annoncé, fait que ça doit s'en venir pour vrai. Ça a l'air d'être plus près du vrai que du pas vrai, effectivement. Ça clôt l'actualité de la semaine. Il y en avait beaucoup, hein? C'était un segment de plus en plus long avec nos espressos, ça rentre au poste. Donc maintenant, nous sommes énergisés, nous allons prendre une petite pause. On revient, parce que là, il faut réajuster nos affaires, mais on va vous parler du Mobile World Congress, les faits saillants de cette grosse foire du mobile qui était à Barcelone cette semaine et à laquelle on a l'habitude d'assister, mais là, on y a assisté à distance, donc on vous en parle. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech spéciale. Ah, j'aurais dû le faire en espagnol, Pascal. Bienvenido a una copa de tech. Copa de tech. Comment ils disent tech? Technologia. Il y en a des fois on dit techno, des fois on dit tech, dépendamment de ce qu'on veut. Je ne suis pas en espagnol, je m'excuserai pour Ah, bref. Je dis ça en espagnol et on rigole parce qu'on va parler du Mobile World Congress, qui est comme son nom ne le dit pas, est un événement qui a lieu en Espagne, à Barcelone, tous les ans, à la fin février, et qui est donc intéressant parce que, premièrement, c'est européen et donc c'est international d'une façon que le CS ne l'est pas. C'est axé... Je vais finir ma phrase! C'est axé sur les technologies mobiles, mais aussi sur les entreprises qu'on voit moins ici, les géants européens, entre autres, et asiatiques, qui sont très présents là-bas, qui sont moins présents ici. Mais avant d'en parler, on va dire quelque chose de super important. Si vous avez besoin d'héberger votre site web et que vous cherchez un hébergeur qui prend soin de ses clients, pensez à Planet Hoster, qui est un hébergeur québécois établi à Laval, qui a des goodies à remettre aux gens qui font affaire avec lui, notamment cette superbe tasse de café vert et noir que Pascal a présentement à la main et qui rend le café bien meilleur. Oui, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. C'est très drôle, j'ai rencontré des gens de Planet Hoster cette semaine. Ils m'ont remis la petite tasse. Ils m'ont donné plein de belles informations, comment ils prennent soin des clients, ce que tu dis là. Et ils m'ont donné l'information, je devrais déménager mon site au cours des prochains jours. Je dois décider si je demande l'aide de quelqu'un de Planet Hoster pour le faire. Ils vont nous prendre par la main. Écoute, le faire ça fait un comparo, mais j'ai tout fait, je l'ai déjà expliqué, j'ai tout fait ça moi-même, ça a pris même pas une demi-heure. Donc, si tu veux comparer avec quelqu'un qui le fait à ta place, ce serait peut-être le fun de faire Je pense qu'ils t'assistent. Je pense que tu n'as pas le choix mais ils vont te donner les consignes, où cliquer, quoi faire, ainsi de suite. Encore une fois, pour moi, changer de site web, c'est ma vie. Hein. C'est pour des entreprises, c'est son commerce, c'est des commandes en ligne. C'est un gros morceau, Les gens qui ont le panier bleu qui a disparu, là, il faut peut-être se créer une boutique en ligne, contacter Planet Hoster, ils vont vous accompagner là-dedans, déplacer votre site web, organiser tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir. Bientôt, je vais pouvoir dire je suis fièrement hébergé par une compagnie québécoise, Planet Hoster. Oui, parce qu'au-delà du fait d'être un fabricant québécois qui vend en ligne sur une plateforme comme le Panier Bleu, qui malheureusement a fermé, le fait d'utiliser des services d'entreprises québécoises, ça permet de quand même offrir une valeur ajoutée locale à ce qu'on fait sur Internet. Donc, ouais, tu nous tiendras au courant, on pourra comparer nos notes. planethoster.com, allez voir ça, c'est un partenaire d'une tasse de tech. J'ai découpé le show, le Mobile World Congress, en 3 morceaux, Pascal, basés sur ce que j'ai vu. Et tu me dis si j'ai raison. Le premier segment, évidemment, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Il y en avait partout, là. Je ne vais pas partir avec les 300 nouvelles qui ont été annoncées à peu près tout en même temps, mais je pense qu'il faut passer par l'incontournable. Microsoft a fait quand même plusieurs annonces intéressantes sur place. On en a parlé tout à l'heure. Microsoft s'est entendu avec les gens, la compagnie française qui développe Mistral, une intelligence artificielle, un dialogueur évolué, hein, j'utilise le bon terme français, pour justement élargir son empreinte dans ce marché-là. Mais surtout, Microsoft a dit plein de choses. Il y avait M. Brad Smith qui était là-bas, qui est le président de Microsoft, qui disait, entre autres choses, nous, on veut
rendre nos bibliothèques, nos librairies de matériel d'intelligence artificielle ouverts aux développeurs, un peu à la manière des produits open source, où Oui. tout le monde pourrait utiliser nos modèles de langage et développer leurs propres applications, peu importe le pays où ça se fait. Un peu comme le fait déjà de toute façon Meta avec son propre modèle de langage Llama qui est disponible en différentes saveurs et qu'on peut télécharger parce que c'est open source. Et ce qu'on dit chez Microsoft, c'est qu'évidemment, on y va de façon un peu plus prudente en signant tous les outils pour être sûr que tout est identifié comme étant créé à partir de ces outils d'intelligence artificielle. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on veut que cette économie de l'intelligence artificielle soit développée localement partout où elle sera développée dans chacun des pays. Donc oui, c'est louable, n'est-ce pas? Tout le monde devrait avoir accès à ses propres outils. Évidemment, l'idéal serait que tous les marchés ou toutes les nations, toutes les cultures, vous voyez ça comme vous voulez, comme le Québec, par exemple, on en parlait en intro, développe sa propre base de données, ses propres modèles de langage basés sur sa propre histoire et tout le kit. Parce que quand on demande à ChatGPT qui est René Lévesque, son modèle, évidemment, eux, ils scrapent tout ce qu'ils ramassent sur Internet puis ils nous bâtissent une réponse, mais il y a des situations où ça peut porter à confusion si on n'a pas l'information nativement, je veux dire comme Là, ça. je fais attention parce que tu te dis, ils scrapent tout ce qu'il y a sur Internet, pas scraper dans le sens québécois de briser ou Ah, dans le sens, de ils scraper récoltent, ils scrape, passent le de râteau. Ouais, excuse-moi, récolter, effectivement. de récolter de l'information Mhm. partout sur Internet. Puis s'il n'y a pas d'information sur René Lévesque, dans toute l'information qu'ils ont récoltée, c'est dur de faire des analyses intelligentes. Exactement. Donc, Il y a mieux j'ai vu c'est. aussi, j'ai oublié le nom, il y a des fabricants de montres connectées européens, entre autres, qui ont présenté des montres avec une intelligence artificielle intégrée. Donc, bientôt, on va pouvoir dialoguer avec un équivalent de ChatGPT sur son poignet, ce qui est une forme d'application, je trouve, intéressante à ces outils-là, parce que, évidemment, Google, sur un moteur de recherche comme Google, en fait, je devrais dire sur une montre, sur un petit écran, c'est pas commode parce que c'est une liste de résultats, mais avoir une réponse, soit par texte ou lu vocalement sur une question, hey, comment je fais pour me rendre, ou où est-ce que je devrais aller pour, ou, qui est ou que fait, et là, la personne, ou en tout cas l'intelligence artificielle nous parle. On n'a pas besoin de téléphone pour faire ça, et ça m'apparaît une belle application, effectivement, d'intelligence artificielle. Mm. C'était présenté en Europe dans un contexte où peut-être que ces produits-là ne seront pas vendus ici, mais je pense que ça va être ça à venir. Je pense qu'on va bientôt entendre parler de Samsung, Apple, Google, les autres fabricants de montres connectées qui vont nous dire ah, mets ça là-dessus et ça va marcher. Et oui, j'ai même vu une nouvelle à propos d'une entreprise qui avait un téléphone qui n'avait pas d'interface. L'interface se crée au fur et à mesure de tes besoins. Fait que Mhm. si tu as besoin de réserver un billet d'avion, au lieu d'avoir une interface où tu dois passer d'une application à l'autre, l'interface va prendre les morceaux de chacune des applications nécessaires, celle d'Air Canada, par exemple, celle du moteur de recherche Google, celle de ton courriel de réservation, puis va fusionner ces informations-là pour te donner une interface à la demande. Si tu veux avoir tes résultats sportifs, il va fouiller dans tes différentes applications. J'ai bien hâte de voir. Je serais curieux de le voir puisque ça ne donne pas ce que tu veux. Ça Pas peut être un évident. échec total aussi. Ben Ça oui, ben peut être un voilà. échec. Si ça invente de l'information, ça peut être aussi un peu gênant, ce que l'intelligence artificielle a parfois tendance à faire. Puis Mhm. encore une fois, l'étiquette intelligence artificielle, c'est le gros buzzword. Est-ce que c'est juste pas des algorithmes qui sont derrière tout simple? Des fois, Ouais. je me demande s'ils exagèrent pas un petit peu, des fois. Un petit peu peut-être, effectivement, mais ça nous amène Mhm. au deuxième segment du compte-rendu qu'on fait de l'événement, mais qui était aussi un gros morceau, évidemment, de cet événement-là. Tout ce qui touche aux gadgets du futur, à la mobilité de demain, parce qu'évidemment, c'est là où ça se passe à Barcelone à chaque année. Encore là, il y avait beaucoup de téléphones de plein de compagnies. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Il y avait le Xiaomi 14 Ultra, qui est un des plus beaux téléphones intelligents mis en marché dans le monde, malheureusement. Les marques chinoises ne vendent pas en Amérique du Nord pour plein de raisons, entre autres parce que les Américains ne les achèteraient peut-être pas tant que ça, mais c'est des beaux appareils extrêmement sophistiqués et c'est un peu fâcheux. Mais il y en a quelques-uns qui ont quand même qui vont être vendus ici et qui vont faire réfléchir ou qui, en tout cas, dont la marque est présente au pays. Je pense entre autres au téléphone bracelet de Motorola. C'est un téléphone intelligent euh, typique, mais entièrement enroulable, qui peut être enroulé sur lui-même et qui fait comme vraiment un bracelet entier. C'est un écran de, mon Dieu, 6 pouces et quelques de diagonale. Mais ceux qui ont déjà vu, entre autres, les téléphones pliables de Samsung, la membrane des écrans pliables, c'est une espèce de membrane en polymère. C'est pas du verre, là, c'est un peu plus souple. Puis évidemment, ça peut être plié de plein de façons. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on peut le replier à l'envers pour créer vraiment un appareil qui s'enroule au complet sur le poignet. Et ça, c'est un prototype que Motorola a présenté l'année dernière, mais là, on a comme avancé un peu ce projet-là. Je ne sais pas si on va finir par le mettre en marché, mais dans ce cas-ci, il est enroulable comme un bracelet, mais on peut aussi le replier dans l'autre sens et le mettre à 90 degrés, entre autres, pour le déposer sur une table ou peu importe où, pour en faire juste un demi-appareil qui est une espèce de petit écran témoin.
Donc, on voit des applications. On pense, en tout cas chez Motorola, tenter des expériences comme celle-là pour voir jusqu'au palais avec ces membranes d'affichage souples. Donc, ça, c'est une présentation assez intéressante. Ça fait tourner bien des têtes à Barcelone. Il y avait aussi, on en a parlé, hein, le fameux AI PIN, le téléphone qui n'est pas un téléphone de la compagnie américaine Humane. Là, c'est des anciens ingénieurs d'Apple, entre autres, qui ont présenté ça. Ça fait beaucoup jaser l'année dernière. C'est un pin dans le sens où c'est une épinglette qu'on accroche sur son chandail, là, ou peu Un importe où on badge, l'accroche. Un quelque chose comme un badge. Il n'y badge a pas qu'on met sur d'écran, son. il n'y a qu'une interface vocale. Il y a un. Je ne sais pas à quel point je ne l'ai pas vu. Là. Il y a un projecteur qui devrait afficher de l'information sur sa main quand on la présente devant, mais là, ça, c'est un autre niveau. Mais surtout, c'est l'interface vocale qui est intéressante parce qu'on présente ce qu'on pense qui est le futur de la mobilité avec ça. Donc, plus besoin d'écran. À partir du moment où on peut parler à son appareil et il peut nous répondre, un peu comme je disais tout à l'heure, avec les agents conversationnels là, comme ChatGPT, mais une version plus évoluée de ça éventuellement pourrait devenir son assistant numérique personnel permanent. L'appareil permet de passer des appels aussi, puisqu'il y a l'interface vocale aux gens à qui on veut parler. Et ça fait jaser ça aussi parce qu'on pense beaucoup, même si dans ce cas-ci, c'est un produit assez niché. On devrait voir des premiers exemplaires de ce téléphone-là mis en marché au courant du printemps ou peut-être au début de l'été qui s'en vient de mémoire. Là. Et c'est vendu au Canada, donc on devrait en voir ici aussi. Ça va être intéressant de suivre ça. Et enfin, parce que ça aussi, c'est une tendance, on en parle depuis quelques mois, Samsung a présenté la Galaxy Ring, sa fameuse bague connectée, un peu comme la bague Oura dont on a parlé ici à quelques reprises. Je viens de l'enfiler discrètement. Ben voilà. Ceux qui le regardent sur YouTube. Ça complète pour l'instant l'écosystème avec le téléphone, la montre et la bague. La bague est perçue chez Samsung. On l'a présenté. Il y a des médias qui l'ont essayé en arrière-scène de façon un peu plus discrète. C'est un produit qui n'est pas encore fini, mais qui serait axé sur le suivi du sommeil, entre autres. Les endroits où on veut suivre ces données biométriques, c'est pas comment d'avoir une montre ou un téléphone sur soi. Donc, on pense surtout au niveau du sommeil ou au quotidien, au niveau de santé, mais pas nécessairement d'activité physique. Mais quand on est assis longtemps au bureau, de savoir comment ça se comporte au niveau du rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir. Et si Samsung lance une bague connectée, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Apple va lancer une bague connectée aussi bientôt, parce qu'il y a des rumeurs à cet effet-là qu'Apple aurait aussi le projet, soit cette année ou l'année prochaine, de lancer une Apple Ring. Donc, ça, c'est clairement un gros créneau. Donc, vous avez un petit aperçu des tendances dans la mobilité, là, juste là. Et troisième, un autre niveau, parce que la Mobile World Congress, c'est aussi un endroit pour les équipementiers, pour l'infrastructure réseau. Et ce qui était le gros buzz, c'est la 5G, la prochaine application de 5G qui s'appelle 5G Advance, qui, en fait, inclut, intègre tout ce qui était promis pour la 5G initialement, donc une très faible latence au niveau des communications presque instantanées d'un bout à l'autre du réseau. Et aussi une capacité de transfert de données accrue. Parce que vous savez, ce qu'on a en ce moment, c'est de la 5G, c'est pas tout à fait ce qui était promis. C'est comme une espèce de première itération. Là, je ne sais pas, ceux qui ont vu ça sur leur téléphone, il y a de la 5G Plus qui apparaît à certains endroits. Donc, on a comme mis une mise à niveau du réseau. Et là, dans la prochaine année, il y a d'autres mises à niveau qui s'en viennent qui vont amener à ce qu'on appelle la 5G Advanced. Je ne sais pas comment ça va s'afficher sur les téléphones, mais c'est de la 5G. Fait que ça s'en vient. Nokia a présenté, Nokia qui est maintenant un équipementier plus qu'autre chose, a présenté ce qu'ils appellent des MPW, des Modular Private Wireless, des réseaux privés 5G que les grandes entreprises, que les campus pourront déployer pour avoir leur propre réseau cellulaire sans fil à eux dans l'endroit où ils veulent bien l'utiliser. J'ai hâte de voir si ça va causer probablement plein de casse-tête parce qu'il va falloir réserver une bande de fréquence à ce genre de réseau-là pour ne pas interférer avec les réseaux publics. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, ça, mais on en parle beaucoup et on en parlait à l'époque au moment de lancer la 5G, que ça allait être un gros truc, et là, ça commence cette année. Je comprends que c'est des fréquences qui passent pas au travers des murs. Est-ce que c'est possible des fréquences qui ont une portée très limitée, fait que oui, tu pourrais avoir de l'interférence dans le building à côté, mais tu pourrais peut-être pas avoir d'interférence à long terme, mais c'est des fréquences encore plus rapides. Fait que ça permettrait, par exemple, dans un entrepôt, d'avoir des petits capteurs 5G pour repérer toutes les boîtes ou tout le contenu de l'entrepôt facilement, sans justement monopoliser le gros réseau cellulaire ou le vrai réseau cellulaire public, disons ça comme ça. Fait que c'est assez intéressant comme développement. Je pense qu'au niveau industriel, ça pourrait changer des choses. Ou encore, comme tu dis, peut-être qu'à l'interne, dans une université ou je sais pas, comme ça, dans des stades où il y a beaucoup de gens, tu pourrais peut-être avoir un réseau privé qui permettrait à tout le monde de se connecter sans avoir besoin de tours cellulaires. Partout. Il y avait Qualcomm sur place qui a présenté un paquet de nouveaux processeurs, entre autres une puce pour, je pense que ça va être pour ordinateur, mais ça peut être pour bien des choses, qui inclut la 5G, le Wi-Fi 7,
toutes les prochaines générations de protocoles sans fil. Et il parle, et ça, c'est un peu drôle parce que c'était un concept à une époque où on parlait du fameux ordinateur portable à 100 $. Eux, ils parlent du téléphone 5G à connexion gigabit, donc extrêmement rapide en termes de débit de données, à 100 $ lui aussi. Ils disent on est tanné de voir des téléphones qui coûtent 1500 $ pour faire ce qu'ils font. On pense qu'on peut arriver bientôt à terme à développer des téléphones qui coûteront 100 $, donc qui seront vraiment dépouillés de tous les gadgets haut de gamme, mais qui sont capables de faire ce que fait un téléphone actuellement, mais qui vont coûter 10 fois moins cher. Ça, je pense que c'est une belle occasion à saisir. Parce que si on peut acheter un téléphone à 100 $, on peut s'entendre que ça va faire du bien. Écoute, puis 5G, la dernière technologie, quand même. Exactement. Et Qualcomm aussi fait partie de ceux qui poussent pour la 6G. Ce qui est intéressant, et je ne sais pas à quel point ça va faire capoter les gens, mais ça va faire capoter bien du monde, c'est que la bande de fréquence qu'on regarde pour des débits de transfert extrêmement élevés, c'est une bande de fréquence qui serait située entre les 7 à 16 GHz. Qui est une bande extrêmement élevée. Ça fait un petit bout de temps qu'on en discute. Je ne sais pas au niveau de l'attribution des fréquences, comment ça fonctionne. Je ne sais pas non plus au niveau de l'application, au niveau de la portée, au niveau des débits, mais semble-t-il que c'est là où ça s'en va. On se chicane là, à propos de ça pour voir comment on va faire. Les réseaux 6G, on en parle en ce moment, mais on les prépare. Ça prend du temps. On parlait de la 5G bien avant qu'elle soit mise en service. La 6G, on l'attend à la fin de la décennie. C'était le fun d'en parler il y a 2 ans, parce que la fin de la décennie, ça sonnait comme super loin, mais là, on approche de la moitié de la décennie. Fait que clairement, on s'en vient bientôt à parler de 6G de façon très concrète. Et il y a bien des gens dans bien des pays qui se préparent à ça, y compris au Canada, parce qu'on en discute. On en a discuté à Barcelone cette semaine. Il y a des partenaires aux États-Unis, au Japon, en France, au Canada, et c'est 6 ou 7 autres pays qui ont voulu créer une espèce d'alliance, de standard pour s'entendre sur ce que sera la 6G quand elle sera mise en activation. Parce que là, imaginez-vous donc qu'on se chicane contre la Chine. On a peur que la Chine prenne d'assaut et prenne le lead sur cette technologie-là et qu'on soit un peu sujetti à la technologie chinoise. Vous savez, comme dans le sans-fil, la Chine et l'Occident se chicanent. On l'a vu avec l'épisode Huawei. Ce ne sera pas commode. Donc, déjà, on se prépare, on place nos billes parce que ce ne sera pas juste du sans-fil. C'est une technologie, bon, on la veut... on établit des standards. On veut que cette technologie-là soit respectueuse de la vie privée pour empêcher l'espionnage comme certaines technologies chinoises le font. On veut qu'elle respecte aussi qu'elle soit plus rapide pour des applications d'intelligence artificielle, donc qu'elle soit plus distribuée pour que la puissance de réseau soit utilisée localement et non pas à partir d'un serveur distant, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de standards. C'est assez lourd, mais longue histoire courte. On aura l'occasion de reparler de toute la technique de la 6G, mais ça s'en vient comme une technologie qui risque d'être cruciale en termes de géopolitique aussi. Donc, attendez-vous à ce qu'on se chicane avec la Chine encore une fois dans les prochaines années, basé sur ce qui s'en vient avec la 6G. Donc, du nouveau qui sonne un peu comme du réchauffé des fois, mais que voulez-vous, c'est ça l'innovation, c'est qu'on revisite souvent des lieux communs pour les améliorer. Donc, allez savoir comment ça va se régler, mais ça va se régler pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Alors voilà. C'est un bon condensé, ça, mon ami. C'est ce qu'on appelle un compte-rendu efficace d'un gros événement quand même. Et j'espère que vous en retirez quelques points saillants, faits saillants sur les tendances à surveiller dans le sans-fil, dans le mobile pour cette année. Si je peux me permettre, Alain, d'avoir de la nostalgie, parce que je suis allé à Barcelone à quelques fois, et c'est un salon qui est tellement agréable. Par rapport à Las Vegas. Mais il est mieux conçu que Las Vegas. Ouais. Exactement. Las Vegas, c'est un immense entrepôt dans lequel l'air est sec. L'accès à la bouffe, aux toilettes, il faut marcher longtemps, c'est épouvantable. Barcelone, c'est des petits espaces, c'est vert. Tu peux monter à tout moment. Tu as des escaliers qui te permettent de monter sur le toit pour avoir des petits espaces pour prendre une pause. On te sert des apéritifs, on te sert de la bouffe. C'est prodigieux. Tu peux même commander de la bouffe à Barcelone avec une application et tous les restaurants, ton sac t'attend. Fait que tu commandes, tu es pressé, tu vas chercher ton sac, tu reviens et j'ai trouvé ça tellement que la bouffe est bonne à Barcelone. Ah oui, ben là, le Off Mobile World Congress, c'est pas que c'était bon. J'ai bien mangé. Non, c'est un bel événement, puis c'est bien fait, effectivement, tu as entièrement raison. Et c'est 7 pavillons séparés, mais peut-être 8 maintenant. Évidemment, il y a des technologies là-bas aussi, québécoises et canadiennes, des entreprises qui vont là-bas, mais là, on n'a pas pu. On n'est pas allé, on ne les a pas rencontrés, mais c'est toujours un bel événement à suivre, définitivement. Et ça fait le tour. Donc, on y reviendra. Peut-être que l'année prochaine, on fera une tasse de tech en direct de Barcelone. On va réviser ça. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. On prend une petite pause pour checker ça. D'ailleurs, moi et Pascal, on se parle. Mais on revient tout de suite après parce qu'on a des tests intéressants. Pascal, tu as un clavier qui m'apparaît intriguant, mais j'ai aussi la montre OnePlus Watch 2 dont on va parler tout de suite après. Restez avec nous. Il y a ce clavier-là qui s'en vient aussi à une tasse de tech. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et re-bienvenue à une tasse de tech. On va parler du clavier que Pascal arborait fièrement il y a une seconde, mais que les gens qui nous écoutent n'ont pas pu voir. Le clavier Alpha FreeWrite. Ça me fait penser à une dactylo d'une autre époque qu'on pourrait désormais trimballer pour remplacer l'ordinateur personnel. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est pas pire proche de ce que ça C'est pas mal ça. C'est propose? inspiré du clavier Alpha Write que j'avais présenté. D'ailleurs, j'aurais dû l'avoir à côté de moi, là, juste pour montrer la comparaison. C'est un clavier minimaliste. La compagnie FreeWrite, Astro House, la maison mère, fait des appareils qui s'appellent FreeWrite depuis un moment, qui sont des espèces de grosses dactylos avec un écran minimaliste en papier électronique. Sont chers, sont presque 1000 $ canadiens pour le modèle haut de gamme. Et c'est des appareils, je le répète, extrêmement minimalistes. Et je ne comprends pas à quel point ils s'obstinent pour que ce soit que des appareils de rédaction de brouillon. Ça permet pas d'éditer le texte. La première version, on n'avait même pas de flèche pour se déplacer dans son texte. C'était pour écrire sans vraiment arrêt. l'expérience d'une dactylo là, frustrante d'une autre époque. Exactement. Wow. Exactement. Ils ont lancé le Alpha, un modèle plus abordable, qui est quand même 500 $ canadiens. Alors, attachez votre tuque, qui n'a pas plus de fonctions. C'est uniquement pour taper rapidement. Il se tient bien à l'envers, si je comprends bien. Ça se tient bien à l'envers, à l'endroit. Imaginez, écoutez, un jouet pour enfants, un jouet... c'est assez minimaliste comme design, très joli. Ça peut Et en même temps, c'est pas petit, c'est pas compact. C'est vraiment un format de clavier, même un peu plus qu'un clavier. Là. Exactement, c'est un clavier mécanique, donc des touches qui réagissent bien. 13 pouces de diagonale, la taille d'un MacBook. C'est comme la MacBook portion Air. inférieure d'un portable, là, effectivement, sans le pavé tactile. Voilà. Fait qu'au niveau de la taille, c'est pas petit. L'affichage est minuscule, un affichage de calculatrice, j'allais dire, en papier électronique. Ils ont changé un peu avec cet affichage-là. C'est comme une dactylo, les bonnes vieilles dactylos. Donc, ça fonctionne parfaitement quand il y a un bon éclairage. Je le dis tout de suite, l'affichage n'est pas éclairé ou rétro-éclairé. Fait que le soir, ou dès qu'il fait un peu sombre, on ne voit pas très bien. Il faut penser à une petite lumière de lecture ou s'assurer d'avoir de l'éclairage. Et en ce moment, je l'ai reçu, écoutez, il a été livré avec 6 mois de retard en financement social. J'ai payé pour, Alain. Je peux me permettre d'être très dur. J'étais vraiment intéressé par cet appareil-là. Le FreeWrite offre plus de 80 clavier, je crois, des versions de clavier, contenu canadien-français, claviers internationaux. Celui-là, anglais only. Ah, pour vrai? Ah oui, et au moment où on se parle, oui, extraordinaire déception, parce qu'en ce moment, c'est anglais only, et non seulement anglais, mais pas anglais international. On ne peut même pas taper les accents encore. À la minute où je te parle, il y avait une mise à jour qui devait permettre les accents, là, les diacritiques, les lettres avec un accent dessus, sauf que la touche en ce moment n'est pas active. On nous la promet pour cette semaine. Ça devait être en février. Ça a été reporté mystérieusement, la date a été enlevée dans le site. Donc, est-ce qu'ils vont offrir des accents sous peu? Bonne question. Il y a aussi un beau problème, certains utilisateurs, c'est conçu pour taper. Ça démarre très vite, tu allumes, c'est instantané, ça c'est magnifique. Les touches sont le fun. C'est des touches de format Cherry MX, ceux qui sont familiers avec les claviers. Donc, tu peux remplacer les touches si jamais tu veux. On parle là pour avoir des touches de couleurs différentes ou donc éventuellement même des touches avec des accents dessus, symboles. C'est ça, exactement, c'est possible. 100 heures d'autonomie. On recharge par USB-C, ça c'est vraiment fantastique, tu peux taper sans stress. Il y a une synchronisation automatique qui se fait avec les nuages, les fichiers sont sauvegardés dans l'appareil. Donc ça va bien, c'est transparent, tu n'as pas besoin de faire save, ça se fait tout seul. Sauf que plusieurs utilisateurs ont rapporté qu'après un certain nombre de mots, quelques centaines de mots, il y avait un lag qui apparaissait. Tu arrivais tu commences à taper, puis ça figeait pendant la sauvegarde. Ce serait la sauvegarde. La compagnie a dit non, c'est pas du lag, c'est la sauvegarde qui se fait. Je trouve ça un peu bizarre qu'il n'ait pas pensé. Est-ce que si ton processeur, le processeur qui est utilisé n'est pas assez costaud pour sauvegarder... Ils ont l'air capricieux, les gens derrière cette entreprise-là. Là. Un peu particulier. Et quand tu dis capricieux, je pense qu'il y a un petit côté obsessif dans leur démarche qui ont choisi... Il y avait déjà 2 appareils. Il y avait donc un processeur, il y avait déjà un langage, un programme qui fonctionnait bien.
ils ont choisi pour l'alpha d'utiliser un microcontrôleur, donc d'aller plus bas dans les performances. Ça se veut un appareil moins cher, donc tu dis OK, tu sauves combien en 2024 là, pour avoir un processeur beaucoup moins costaud? Pour Ouais. dire, je l'ai branché dans mon ordinateur, je vois qu'il y a 2 mégaoctets de stockage visibles. Il semble qu'il y a 8 Attends, excuse-moi, 2 mégaoctets, là. mégaoctets, pas des gigaoctets, là. C'est des mégaoctets. Qu'est-ce qui tient sur un mégaoctet en 2024? Pas grand-chose. Écoute, il y avait des systèmes d'exploitation qui roulaient là-dessus. C'est l'équivalent, c'est à peine plus qu'une disquette des Ah années oui, ben c'est ça, 80. ça nous ramène 30 ans en arrière. C'est ça. Il semble que plus de stockage que ça. Il semble qu'il y aurait autour de 8 mégaoctets de stockage au total, qu'il y aurait 2 mégaoctets quand on le branche. Whoop-de-doo. Mais c'est pas beaucoup. Mhm. C'est vraiment pas beaucoup. On voit les documents en lecture seule, donc même si on veut pas se connecter dans les services de stockage en ligne, il y a leur service propriétaire qui s'appelle Postbox. Il y a aussi, on peut le synchroniser avec Google Drive ou OneDrive. Et encore une fois, c'est pas fait pour éditer son texte ou relire son texte. C'est fait pour créer son texte, ensuite On le ouvrir dans dépose. son service et le modifier et le C'est un texte en retoucher. format texte, .txt, ou si c'est un autre? Format texte Ah, qui quand est même. sauvegardé. Si tu sauvegardes dans OneDrive ou Google Drive, ça va être un document en format Word ou en format texte de Google. Fait qu'il n'y a pas. Puis encore une fois, je le répète, en ce moment, il n'y a pas d'accent. Les accents. À la minute où je vous parle, il semble que la mise à jour avec les accents internationaux, anglais international est disponible. J'ai posé plusieurs fois la question sur les forums, allez-vous offrir des claviers internationaux? Pas eu de réponse. Encore une fois, ils supportent sur le FreeWrite tout court. Bien hâte de voir. Fait qu'en ce moment, j'aime tellement l'idée, sauf que je suis extrêmement déçu par l'exécution C'est et je incomplet, ben trouve oui. très incomplet tant qu'il n'y aura pas de belles mises à jour qui vont être faites et tant qu'ils n'ont pas un calendrier ou tant qu'ils n'ont pas l'assurance qu'on va pouvoir taper en clavier. Dans mon cas, j'aime beaucoup le clavier canadien, français, international, là, quelque chose comme ça. Mhm. Ben, tu vas devoir réapprendre à taper. Se faire un accent, il va falloir que tu fasses Alt gauche, appuyer sur ta lettre, appuyer sur ton accent, puis Mm. quand tu as ton doigté, tu ne gagnes pas de temps. Et je me souviens Ouais. d'avoir utilisé point. les autres FreeWrite sans problème, parce que tu mets ton clavier canadien-français, puis bam, tu tapes comme tu veux. Ouais. Là, j'ai un peu pesté quand j'ai vu que Ouais. ça ne fonctionnait pas. Ben, c'est limité aussi, ça a l'air assez costaud. Hein. C'est pas comme quelque chose que tu mets dans ton sac puis tu oublies puis tu le sors quand tu en as besoin. Ben, c'est léger. C'est Ouais. l'avantage. Hein, leur FreeWrite est en métal. Là, il est lourd. Ah, ok, Celui-là, ok. c'est 1,6 livres, Le style. 700 grammes, quelque chose comme ça. Fait que c'est léger. C'est comme un jouet. C'est vraiment le fun. Tu le démarres, tu tapes. Mais encore une fois, la frustration. Tu as un petit, ah oui, si tu veux travailler, tu as un petit trépied, un petit panneau Une petite qui béquille. se lève à l'arrière pour le poser avec un angle. Moi, je considère remplacer les touches avec des touches qui sont un peu plus en pyramide. Je ne sais pas comment le décrire. Ouais, qui est surélevé, là. Mhm. Ouais, le dessus des touches est plat. Fait que c'est facile de taper la lettre à côté. Fait qu'avec des touches un peu en pyramide, on a un peu plus de jeu pour taper de façon. En tout cas, c'est cette belle option de personnalisation-là. Il y a des jeux de touches qui coûtent une vingtaine de dollars, mais avant d'aller puis d'investir davantage, je vais attendre la mise à jour et je vais prier. Et je vous invite, si le produit vous intéresse, le Alpha de FreeWrite, Alpha de Astro House, cherchez ça sur Internet. Écrivez-leur, j'ai besoin du clavier, j'ai besoin de clavier français, j'ai besoin du clavier canadien-français, et qui sait s'ils ne permettront pas dans un avenir, un futur proche, d'offrir plusieurs claviers internationaux, des keyboard layouts en anglais. Ben oui, des configurations de clavier, ce serait bien d'avoir en anglais. Il me semble qu'il n'y a pas juste l'anglais dans la vie, tu as bien raison. Merci Pascal. De mon côté, Merci à j'ai toi. essayé cette semaine et depuis un petit peu plus qu'une semaine, la OnePlus Watch 2. En fait, je vais faire un 2 pour 1 parce que j'ai aussi reçu, je les ai demandé pour comparer les les OnePlus Buds 3, qui est vous aurez compris, la troisième génération des petits écouteurs de OnePlus. Je voulais les essayer parce que j'ai depuis un petit bout de temps les OneBuds 2 Pro. Qui est la version Pro des OneBuds de génération précédente. Et sur la fiche technique, la seule différence, c'est que les OneBuds 3 sont vous voyez comment je fais l'erreur, les OnePlus Buds 3 coûtent beaucoup moins cher, sont 140 $. Je me disais, et pourtant, on pourrait mettre de l'audio, haute résolution et tout le kit. Donc, j'ai décidé, tiens, une montre connectée
ça se jumelle avec des écouteurs pour écouter de la musique quand on court, donc ça valait la peine de faire les deux. Mais je vais commencer par la montre parce que j'ai résumé dans une seule phrase mon truc en me disant, je pense que c'est la nouvelle référence des montres Wear OS parce qu'on a réussi à combiner deux montres en une seule montre. On a deux systèmes d'exploitation sur cette montre-là. Un qui s'appelle RTOS, qui nous ramène à la Watch de première génération de OnePlus, qui était vraiment pas bonne. Elle avait très peu d'applications, elle était compatible avec à peu près rien, et l'application de santé était extrêmement limitée. Mais là, on a réutilisé ce système-là pour des fonctions de base, pour étirer l'autonomie de la montre. Donc là, on a toute l'activité d'alerte qu'on reçoit de son téléphone ou des services connectés, la capacité de parler au téléphone en fonction main libre, à travers la montre avec son téléphone. Les services qui roulent en arrière-plan, tout ça, sont basés sur RTOS. Mais on a ajouté à ça Wear OS, qui est le système de montre de Google, qui évidemment a tout le reste, les applications qu'on peut installer de tiers, de développeurs tiers, puis ainsi de suite, incluant la cartographie de Google Maps ou d'autres, les applications de plein air, entre autres, qui font aussi de la cartographie très détaillée des sentiers, puis ainsi de suite. Lecture musicale, on peut installer Spotify, et ainsi de suite. Donc, clairement, c'est un gros progrès de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau technique, on s'est cassé la tête chez OnePlus parce qu'on a installé deux systèmes de processeurs séparés. Un qui est développé à l'interne avec une autre compagnie qui s'appelle BES 2700. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'autre qui est un processeur Snapdragon de Qualcomm, le W5 Génération 1, qui a été conçu pour Wear OS. Il existe des processeurs Qualcomm pour montre, une petite affaire plus puissante, mais celui-là fait quand même très bien la job. Tout ça mis ensemble, ça nous donne ce que OnePlus annonce comme 100 heures d'autonomie. Ça, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5, à peu près 4 jours d'autonomie. En mode super saver, c'est-à-dire que si vous désactivez les trucs après une journée et demie, vous pouvez les tirer jusqu'à 4 jours. Là, c'est un peu plate parce que ça limite ce qu'on peut faire avec la montre rendue là. Mais si vous l'utilisez pleinement, vous faites du sport, vous courez dehors, vous avez besoin du GPS, vous mettez de la musique dessus, on a 2 jours. On a 2 à 3 jours d'autonomie entre deux charges, ce qui est un beau progrès par rapport à ce qui existe en ce moment dans le marché parce que c'est rare qu'on a plus qu'une journée avec des montres connectées comme celle-là. Là, je ne parle pas des montres à 1000$ de Garmin, puis de Polar, puis tout ça, qui, elles, sont axées sur la performance, sur l'activité physique, mais qui ont très peu de fonctions connectées. Mais vous savez, comme moi, j'utilise la montre. Quand je cours, je mets de la musique. J'aime les alertes, même quand je suis loin de mon téléphone. Donc, tout ça mis ensemble, ça prend un système comme Wear OS. Et généralement, les montres dans ce créneau-là, incluant l'Apple Watch, ne font pas une journée. Chez Apple, on dit une pleine journée de 18 heures, ce qui est complètement farfelu, ça n'existe pas une journée de 18 heures. Mais là, on va à plus que 2 jours, donc on a moins le stress. Si, mettons, on part pour un week-end de camping ou si on part pour un voyage d'affaires à Toronto, je ne sais pas, à Cornwall, en tout cas, peu importe où vous allez, ben, il y a une possibilité d'y aller sans stresser sur ce détail-là. Et vous le mettez ensuite en mode économie d'énergie et vous pouvez l'étirer pour encore 2-3 jours. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Le format est assez intéressant. C'est une montre qui fait 47 mm de diamètre, donc c'est quand même un bon format. Là, je disais à les collègues qui ont tous des petits poignets apparemment. Ah, c'est trop gros. Moi, je vais vous dire, c'est parfait, c'est excellent. Elle n'est pas si costaude que ça. Même moi, j'aurais eu aucun problème. Est-ce que c'est une petite affaire plus costaude, le 48-49 mm, puis j'aurais été très heureux. J'aime les grosses montres. Peut-être que c'est mon côté bling, que voulez-vous. Mais ça laisse la place à un bel affichage avec un très petit cadre. Il n'est pas comme la Pixel Watch de Google qui a tu sais, l'écran est trop petit, l'affichage est trop petit sur le dessus. C'est comme décevant parce que tu perds beaucoup de bordure. Là, on a 1,43 pouces d'affichage. Je ne l'ai pas en métrique, je suis désolé, mais c'est quand même presque mur à mur sur le dessus, sur la surface de la montre. C'est une résolution de 326 pixels par pouce, qui est quand même assez riche en termes d'information. Elle est résistante à l'eau et aux éclaboussures et à la poussière selon la norme IP68, ce qui est tout à fait correct. Et en plus, OnePlus est allé plus loin avec la certification de la norme militaire 810H. Je vais vous laisser googler les détails, là, mais en gros, ça veut dire qu'elle est faite pour être très durable, résistance au choc et quand même assez dure, assez résistante aux intempéries, mais aussi au fait qu'on la brasse quand on court, puis on va plonger, puis là, tout ça. Fait qu'elle est quand même assez bien faite de ce côté-là. Ça, j'ai trouvé ça assez le fun. Je vais vous dire ceci aussi, elle se recharge très rapidement. Ce matin, j'ai oublié, avant de faire le balado, je l'ai oublié, puis elle a déchargé. Je l'ai chargé le temps de me faire un café, de boire le café, et j'étais à 95 %. Ça n'a pris même pas une demi-heure, donc j'étais assez satisfait. En théorie, en 1 heure, on obtient 100 % de la recharge complète, et on peut avoir 24 heures d'autonomie en 10 minutes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Niveau de l'application, au niveau de l'utilisation, en termes de suivi d'activité physique, l'affichage est bon, on peut mettre les applications qu'on veut, All Trail, si vous faites du sentier, des applications comme Strava, si vous faites de la course ou du vélo, des choses comme ça. Il y a l'application, évidemment, incluse dans Wear OS, développée par OnePlus et tout ça.
Le GPS est très bon. En passant, on a 2 bandes de GPS, ça va très vite, même la première fois pour se trouver dans le monde. Souvent, la première fois, ça prend 5 minutes. Ça prend quelques instants seulement dans ce cas-ci. Et ça part vite. Ça, c'est un gros plus. Tout ça se jumelle à une nouvelle application développée par OnePlus qui s'appelle OHealth, O-H-E-A-L-T-H, qui n'est pas l'application Wear OS. C'est 2 choses séparées. On ne peut pas configurer la montre avec Wear OS directement. Il faut avoir l'application OnePlus. En tout cas, ça, c'est une autre conversation, mais on dit qu'on a beaucoup amélioré cette partie-là de la montre, la partie suivi d'activité. Évidemment, il y a 100 activités, même plus, qu'on peut démarrer avec le deuxième bouton là, sur la montre pour lancer tout ça. Je vais vous dire ceci, j'étais extrêmement déçu de la précision des capteurs. Le GPS est excellent. Mon rythme cardiaque était sous mon rythme affiché par d'autres montres par 30%. Alors là où j'étais, je le savais que j'étais comme un haut niveau de rythme cardiaque après un bon jogging, après une bonne course. J'ai essayé avec une Apple Watch Ultra. J'ai essayé avec une montre Garmin. J'étais, mettons, à 170 battements par minute. J'étais à 128 sur la montre OnePlus. Et systématiquement, je l'ai fait 2-3 fois et j'étais toujours à côté de la traque. Donc, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Je ne sais pas si il va falloir que je fasse des essais plus intensifs, mais si c'est quelque chose qui est important pour vous, et ça devrait, si vous achetez une montre connectée, c'est un gros défaut. Surveillez ça, essayez-la ou trouvez un moyen, assurez-vous, vous pouvez la retourner si ça ne fait pas votre affaire, parce que ça, c'est une grosse lacune. C'est à peu près la principale raison d'avoir une montre connectée, c'est de pouvoir suivre son rythme cardiaque, et s'il n'est pas capable d'être précise, sérieusement, c'est pas une bonne affaire. Donc, faites attention à ça. Sinon, bien évidemment, le reste de l'information est synchronisé avec toutes les plateformes. On peut facilement s'intégrer à Google Fit. Ça peut même débarquer dans Apple Santé si vous avez des différents écosystèmes. Les applications de plus nichées aussi là, qui existent sur Wear OS, de toute façon, peuvent être jumelées avec la montre. Donc, dans l'ensemble, il y a vraiment ce détail-là sur la précision des capteurs qui m'agace. OnePlus ne la présente pas comme une montre pour crinquer du sport. Donc, on ne va pas chercher des gens qui vont préférer une montre Garmin ou une Polar ou ainsi de suite. Donc, pour un usage quotidien, c'est pas si mal. On dit que comme l'autonomie est bonne pour 2 jours et plus, c'est bon pour faire le suivi du sommeil, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Moi, je ne porte pas une montre pour dormir. Je ne trouve pas ça confortable. Donc, c'est une question de point de vue, mais elle est capable de le faire. Donc, allez savoir. Et dans l'ensemble, c'est vraiment pour moi une montre qui devient la référence dans le créneau des montres Wear OS parce que la Pixel Watch, qui est très bien, et même la Pixel Watch 2, a malheureusement un affichage trop petit. Les cadrans sont petits, l'information est toute petite, on a comme l'interface logicielle est superbe, mais c'est pas aussi dégagé que sur la montre OnePlus, qui de toute façon a aussi Wear OS, donc peut bénéficier de la plupart des applications. Il y a la lecture musicale, il n'y a pas de stockage comme tel sur la montre, il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas conçue pour y déposer des fichiers. On peut le faire en trichant un peu. Là. On peut installer une petite application qui fait un serveur de fichiers. On peut déposer des fichiers MP3. On peut ensuite utiliser une autre petite application pour lire la musique, mais ce n'est pas conçu pour ça. Ça, pour moi, c'est une limite aussi, parce que j'aime ça avoir de la musique hors ligne. Donc, pour les gens que c'est pas fait pour faire ça. Donc, c'est un peu une limite qui est un peu agaçante. Et il y a le bouton du haut qui a une superbe petite couronne qui tourne et tout. Malheureusement, elle tourne dans le beurre, elle ne sert à rien. Il n'y a pas de fonction. J'ai de la misère à figurer si elle est connectée à quoi que ce soit en dessous et si elle pourrait, avec une mise à jour éventuelle, servir pour des réglages, mais je ne pense pas qu'on a prévu ça chez OnePlus. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est une interface pour faire défiler des listes, des choses comme ça, qui est tellement naturelle et intuitive que ce serait un peu niaiseux de ne pas le faire. Au niveau du stockage, on peut effectivement, avec Spotify, écouter de la musique. Mais c'est très limité. Il n'y a pas un gros espace de stockage. Donc, on peut pas. C'est ça. S'il n'y a pas de stockage, on ne peut pas. Ce qui a été extraordinaire, c'est d'avoir la fonction que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas partout, c'est la synchronisation d'une liste de lecture dans ton appareil connecté. Tu as ta montre, tu lui dis « synchronise ma liste de lecture, chansons pour le gym ». Et puis, en fonction du stockage, ça ne prend pas beaucoup de place, là, 50, 60 chansons Spotify. Ça se synchronise tout seul, tu m'ajoutes ta playlist, ça se change dans ta montre. Pour pouvoir déposer de la musique en ligne sur un appareil, il faut être abonné Spotify Premium. Oui, tout à fait. Et sur une montre, ça devrait être sur un produit qui n'est pas. Spotify n'appartient pas à OnePlus, n'appartient pas à une autre compagnie. Mais le fabricant de montre devrait avoir une version par défaut de comme Huawei le faisait sur ses montres, entre autres, mais Huawei est un petit peu moins hot ces jours-ci, donc allez savoir. Donc, ça, c'est la montre. La OnePlus Watch 2 qui coûte 400 $. Donc, pour le prix, c'est un beau produit, mais qui a ses limites. Donc, je suis un petit peu, je vous dirais, si vous cherchez une montre, considérez-la, mais sautez pas dessus nécessairement à pieds joints. Premièrement, si vous sautez sur votre montre, vous allez la scratcher, mais c'est aussi qu'au prix qu'elle a, c'est presque complet, mais c'est pas tout à fait. Il manque des trucs. Fait que ça, j'ai été un petit peu déçu, malheureusement. Bon, c'est ça. Mais si vous voulez faire un bon deal,
vous achetez la montre et les écouteurs, les Buds 3, parce que les Buds 3 sont vendus 140 $, ce qui est vraiment pas cher pour des écouteurs de ce style-là, des petits écouteurs boutons avec insonorisation. Les deux ensemble, c'est moins cher qu'une combinée de montres avec des écouteurs de marques différentes, par exemple chez Google, chez Apple ou peu importe. Et les Buds 3 sauvent en bonne partie la montre, à mon avis. Ils ont, entre autres choses, une compatibilité avec un standard qu'on connaît moins bien ici, qui s'appelle le LHDC 5.0. LHDC, c'est le Low Latency High Definition Codec, qui permet d'écouter de la musique en version haute résolution, donc bonifiée par rapport à la musique compressée, là, MP3 ou peu importe le format. Donc, on s'en va vraiment de plus en plus vers une musique en écoute sans perte. Évidemment, c'est pas parfait, mais c'est un standard qui est un des plus récents. Et sont très rares les écouteurs qui sont compatibles avec ce genre de codec-là. On a 7 heures d'autonomie, ce qui est quand même correct. On a 40 heures avec le boîtier. Et on a des écouteurs, des haut-parleurs, pardon, qui font 10,4 mm de diamètre, donc petits, mais quand même assez puissants. On vante la capacité de faire du jeu ou des trucs sur mobile avec ces écouteurs-là parce qu'on dit qu'on a une latence de 94 millisecondes, ce qui est quand même correct. Et on peut charger tout ça à travers une prise USB-C. Pour le prix, c'est super correct. Je vous disais en entrée de balado que je les comparais avec les Buds 2 Pro. Malheureusement, ils sont moins. Les Buds 2 Pro clenchent sur tous les paramètres techniques, mais ils coûtent pas mal plus cher. Donc, si vous cherchez quelque chose de pas cher et de durable, sérieusement, les Buds 3, au prix qui sont vendus, valent pas mal la peine, à mon avis. Et surtout si vous écoutez beaucoup de musique, parce qu'avec 7 heures d'autonomie et la capacité d'écouter à haute qualité, si vous avez la version Qobuz ou une application, un service musical qui joue plus en haute fidélité, vous pouvez quand même utiliser ça jusqu'au bout, jusqu'aux écouteurs, ce qui est quand même pas rien. Et ça vaut la peine pour le prix. Mais ça reste des écouteurs en bouton, donc évidemment, il y a des limites au niveau du confort et tout le reste. Cela dit, c'est parmi les plus élégants et les plus sympathiques petits écouteurs du genre qu'on peut trouver. Ils ne sont pas blancs, donc vous ne pouvez pas faire semblant que vous avez des AirPods, que bien des gens aiment faire. Mais c'est un beau complément. Si vous considérez une montre avec un téléphone et que vous aimez la famille OnePlus, ils ont une belle offre cette année avec le OnePlus 12, entre autres. Donc, c'est vraiment une nouvelle offre complète. Voilà. C'était mon test de la semaine. Ça met fin à cet épisode, si j'ai bien compris, Pascal. On remercie bien sûr nos commanditaires. Ici, Plan Hub, TELUS, Planète Toaster, Hello Darwin, je prends une dernière gorgée de mon délicieux café avec ma tasse Planète Toaster, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec. On vous aime. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet aussi. Salut. N'hésitez pas. Alain, on peut te lire dans le Devoir, on peut te lire un peu partout. N'hésitez pas, pascalforget.com pour me suivre. Écrivez-nous, suivez-nous sur les médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Excellent. Merci, Pascal, pour cet autre épisode très savoureux. Hein, je te vois déguster du café, d'une tasse de tech. Entre-temps, écoutez, vous pouvez vous abonner, écouter nos anciens épisodes. Nous, on prend une petite pause et on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!